Good morning, everyone, and welcome to this Global Leaders for Parity event. My name is Caroline Kotze. I am the President and Chief Equality Officer at Women in Governance. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir Valérie Pisano aujourd'hui. Valérie est la PDG de MILA, l'Institut d'intelligence artificielle du Québec. Et nous sommes donc en direct avec vous. Plusieurs centaines de personnes sont inscrites et sont live avec nous. This session will be in both French and English, so we will be alternating. And there will be a Q&A period at the end of our discussion. Feel free to ask your questions in either French or in English. La session de questions-réponses sera modérée par ma collègue vice-présidente aux opérations internationales, Nicole Pigotte. Alors, Valérie Pisano, bienvenue et merci d'être ici. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Excellent. Alors, juste, voilà, j'agrandis l'écran pour mieux te voir avec ta belle cheminée derrière toi. So, a lot has been going on with you lately. On t'a vu récemment à Tout le monde en parle avec Joshua Bengio. C'était ce qui m'a encouragée à te recontacter parce qu'on s'est déjà parlé dans le passé d'événements de la gouvernance au féminin et de l'importance de faire rayonner des femmes comme toi avec des parcours exceptionnels qui ont réussi à se démarquer dans des milieux dominés par les hommes. Et également, c'est une période très propice parce que on cherche aussi à faire rayonner les personnes qui ont un impact dans une période, on dirait, plus difficile que les autres avec la pandémie que nous connaissons. Et on va en fait commencer dans le vif du sujet qui est la fameuse application COVID que vous avez créée au MILA. J'aimerais qu'on parle un peu plus de cela. Et pour donner une petite idée de la structure de notre discussion aux personnes qui nous écoutent, so we will begin to talk about this new revolutionary app that could help us contain this pandemic. And then we will move on to discussing the various steps in Valérie's career path with an exceptional track record and a lot of work in a space that is very near and dear to our hearts at Women in Governance with everything that has to do with unconscious bias and closing the gender gap. Alors, sans plus tarder, Valérie, commençons par le commencement et parlons de cette fameuse application sur nos téléphones mobiles qui devrait être, je pense, disponible bientôt et qui s'appelle COVID. Oui, l'application mobile, c'est ma vie jour et nuit depuis quelques semaines. Écoutez, je vais commencer par la fin de votre question. On ne le sait pas, ça va être disponible. Ok. Donc, ce sont des travaux qu'on a fait de notre côté parce qu'on voyait une opportunité pour l'intelligence artificielle. Là, ça sera à nos gouvernements de décider quel type de solution ils décident de déployer ou pas. Mais certainement, les 2 derniers mois ont été extrêmement enrichissants puis très porteurs. Tout ça a commencé un matin à la fin mars quand le professeur Joshua Bengio s'est réveillé. Bon, avec sa grande intelligence, il avait déjà compris ce qu'on voit tous aujourd'hui, qui était, la pandémie va être très longue. 2, on va devoir toujours vivre le compromis entre protéger la santé, la vie des gens, puis une certaine contrainte économique qui va faire très mal à long terme aussi. Puis c'est comme un choix qui est un peu injuste. Troisièmement, les façons traditionnelles de gérer des pandémies avec des coups de téléphone, puis des rappels, puis des suivis personnels, ça ne sera pas suffisant. Puis quatrièmement, la COVID, elle est très perverse parce qu'elle se transmet dans une phase où les gens n'ont pas de symptômes. Donc, notre pandémie serait très différente si 1 heure après avoir attrapé le virus, on avait des boutons dans le visage. On saurait qu'on est contagieux, on prendrait des précautions. Et donc, il a vu une opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer une technologie qui se veut vraiment un projet citoyen. C'est les gens qui vont devoir choisir de l'utiliser. C'est conçu pour aider les individus au quotidien. C'est aussi conçu pour donner de l'intelligence à nos autorités publiques et à nos gouvernements qui n'ont pas en ce moment. We're fighting this enemy a bit blind. Donc, plus on va connaître l'ennemi, plus on va être capable de le déjouer. Et donc, ça a été un peu ça nos projets, autant d'un point de vue technologique, on a fait des innovations absolument fantastiques. Puis après ça, au niveau public et politique, comme vous l'avez vu, là, on a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions parce que nous, on pense à ça depuis la fin mars, mais c'est juste depuis quelques semaines qu'on commence à en parler dans les médias.
Alors, deux éléments quand même très importants dans ce qui vient d'être dit, c'est que d'une part, c'est sur une base volontaire. Personne ne sera obligé, évidemment, de downloader cette application. Et, parce que beaucoup de gens parlent de Big Brother et there's a lot of concern about, personal data circulating, etc. So, you'll be giving information to the government to help contain the pandemic. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ont cette inquiétude, qui disent « Ah non, non, moi, je ne mettrai pas cette application sur mon téléphone, je ne veux pas qu'on suive mes allées-venues, je ne veux pas que ça devienne public », alors que, évidemment, on sait très bien que pas mal tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait sur Facebook est partagé, même vendu. On a entendu des scandales avec Analytica, etc. So, how do you address these concerns? So I think the first thing to say is it is a very important, crucial concern. In fact, privacy was the #1 concern day one when Joshua sat down with a group of people. The question was, can we design a technology that captures the information we need while preserving everyone's privacy? And that's why we worked with the Privacy Commissioner of Canada. And if people take the time to read and ask questions about how the technology actually works, the bar is incredibly high on privacy. The second thing I want to say, and you said it a bit, I welcome the debate about data and about who we give our data to. My favorite book of the year is 20 Lessons for the 21st Century by Yuval Harari. And a whole chapter of his book is around the fact that we give this data for free because we want Facebook and Instagram and Pinterest and Google Maps to work on our computers. We never ask, but it's not. This is enriching foreign companies, and we're all collectively naive about it. So I would like the debate to be larger. In full transparency, I'm disappointed to see how vivid the debate becomes when we're talking about data that can save lives. Data for health innovation, not data for the latest social app on your phone. Data to help us in the most incredibly complex situation humankind has ever found itself in, with the exception of wars, and people don't even take a few days to ask questions or to figure it out. And just to say, because you named it, #1, the technology we developed does not know any direct information about a person. It does not know the person's name, phone number, address, so it does not identify people. And #2, it doesn't surveil people. It's not interested in knowing where you went, Caroline, who you were with, what kind of stores you like. It tracks the virus. There's a problem of language. People hear tracing app and like, oh, we're going to be traced by the government. No, the app is tracing the virus so that we know that a neighborhood has become vulnerable, or we know that a person has become vulnerable. And so there's a lot of fear. There's a lot of incomprehension. One way or another, we're going to need to educate ourselves very quickly in the weeks ahead, because these technologies are coming in one way, shape, or form, and they do have the potential to make a big, big difference. So that's interesting. For having lived through the war, I can tell you there's two main differences I've seen between managing a pandemic and managing a population at war. D'une part, quand on est dans un pays en guerre, on pense toujours qu'il y a un pays extérieur qui va venir nous sauver. Alors, on est au Liban, c'est la guerre civile, puis on se dit, ah, soit les Français, soit les Américains, quelqu'un va venir à notre rescousse. Ici, ce qu'on est en train de vivre est quelque chose de mondial, et c'est ce qui est le plus effrayant, c'est de voir qu'on soit américain, qu'on soit canadien, qu'on soit chinois, russe, peu importe, on est un petit peu tous dans cette même situation de complexité et d'inconnu. L'autre chose que je trouve plus difficile en fait que pendant une guerre, c'est que pendant la guerre, un peuple va se réunir, c'est-à-dire que les gens sont ensemble dans les abris, les gens se soutiennent, se protègent, etc. Tout d'un coup, we're almost under the impression that everyone is the enemy. I can see people when I'm walking in the streets or going into a store, people are, like, les gens s'éloignent, comme si, as if we're going to harm them. So these two elements are quite important. Can you tell us in a very concrete fashion, c'est comment exactement? D'accord, je vais downloader le jour où ce sera disponible cette application sur mon téléphone. Et donc, il va se passer quoi? Qu'est-ce que ça va retracer? Mes rencontres avec d'autres personnes qui ont été infectées? Ou est-ce que c'est une fois que moi, je suis infectée, que c'est là qu'on va retracer mes allées et venues? Comment ça fonctionne concrètement? Oui, donc l'application, on la met sur son téléphone, puis
Ce qu'elle essaye de faire, c'est à tous les jours, en fait plusieurs fois par jour, de calculer ce qu'on appelle le niveau de risque personnel. Okay? Le niveau de risque personnel, c'est la probabilité qu'en ce moment, moi, je sois infectée par le virus et donc que je puisse contaminer d'autres gens. Aujourd'hui, je vais bien, je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas de toux, je n'ai pas de fièvre, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le virus. Okay? Pour faire ça, pour faire ce calcul-là, l'application va s'intéresser à deux types d'informations. D'un côté, de l'information que je vais lui donner volontairement sur moi, qui sont pertinentes à la COVID, comme mon âge, mon sexe, mes conditions médicales, mes comportements. Est-ce que je prends le transport en commun? Est-ce que je porte un masque? Est-ce que je me lave les mains? Des questions comme ça. Mais aussi, et peut-être surtout, l'application va s'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Et donc, via la fonction Bluetooth, alors que je me promène dans ma vie quotidienne, mon téléphone échange une poignée de mains secrètes avec les téléphones des gens qui ont eux aussi l'application quand on est en présence. OK? Ça prend plus qu'une seconde. Il faut être à l'intérieur d'un certain espace, un certain temps. Mais si on a un contact, c'est pour ça qu'on appelle ça le contact, vous et moi, bien, nos téléphones vont s'échanger une poignée de main. Plus tard, si l'un de nous développe des symptômes ou si l'un de nous a un test positif, nos téléphones vont s'échanger cette information-là. On ne saura jamais c'est qui, on ne saura jamais c'est où. Mais là, tout à coup, si moi, il y a 2 jours, j'étais en présence de quelqu'un qui aujourd'hui est COVID positif, mon niveau de risque va augmenter. Et concrètement, ce que je vais voir, c'est que mon tableau, mon application va me dire, Valérie, tu es à risque. Aujourd'hui, ça serait plus prudent si tu travaillais de la maison, puis si tu prenais des précautions auprès de tes enfants et ta famille. Donc, c'est un outil pour donner le pouvoir aux gens d'avoir une impression de ce qui se passe autour d'eux sans mettre personne à risque, pour ensuite être capable de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au choix que je dois faire aujourd'hui dans ma vie quotidienne? Quand tout va bien, tant mieux, je vis moins d'anxiété, je me permets d'aller au parc, je me permets peut-être un petit rassemblement avec mes amis. Mais quand mon application m'avertit qu'il y a des choses qui se sont passées dont je ne suis pas conscient, bien là, j'ai le pouvoir de faire attention à moi et à ma famille. Et quelles informations vont être partagées avec le gouvernement par rapport à toutes ces données-là? Oui, donc le gouvernement, ce qu'on va leur donner, c'est juste des données statistiques. OK? Donc, ils ont toute la donnée est gérée soit directement sur le téléphone des gens, donc ça, c'est à vous, c'est sur votre appareil, soit dans un serveur central pour permettre à l'outil d'intelligence artificielle de fonctionner. Petite parenthèse, c'est pas tout le monde qui est obligé d'accepter d'envoyer ces données dans le serveur central. OK? Les gens qui sont un peu plus frileux peuvent dire, regarde, moi, je veux juste la partie qui est sur mon téléphone, puis c'est correct. Avec les données qu'on va recueillir, on va donner 2 types de rapports au gouvernement. Il y en a un qui c'est comme en anglais, on dirait des heat maps. Donc, on va prendre la cartographie, par exemple, si on prend l'île de Montréal, par quartier. Puis là, on pourrait voir où est-ce que ça se réchauffe. Parce qu'on verrait que les gens commencent à être symptomatiques, on verrait des choses bien avant que les gens aillent se faire tester puis qu'on a des cas diagnostiqués. Donc, si on prend l'exemple de Montréal-Nord, on l'aurait vu probablement une semaine avant. Et là, on aurait pu aller faire une intervention hyper localisée sur le terrain, fermer les commerces, fermer les écoles, donner des masques, éduquer les gens. Mais on ne l'aurait pas fait pour toute la grandeur du Québec. On l'aurait fait pour Montréal-Nord. Donc, c'est un outil de déconfinement qui est extrêmement intelligent. L'autre chose à vous expliquer, puis ça, c'est la partie de l'intelligence artificielle. Les gens sont comme, ah, c'est comme des robots, puis tout ça. L'intelligence artificielle, moi, j'aime ça le voir un peu comme un enfant. OK? Au sens où, a priori, là, son but dans la vie, c'est d'apprendre, puis c'est d'apprendre vraiment très, 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 très vite. Puis on n'a pas besoin de lui donner beaucoup d'informations pour qu'ils apprennent. Si vous avez des enfants, vous l'avez vu, là, c'est incroyable. On leur en donne un peu, puis après ça, ils se débrouillent. Donc, l'intelligence artificielle, on va lui dire des choses comme la distance, c'est important, l'âge, c'est important, le temps, c'est important. Mais elle va nous apprendre plein de choses sur la COVID. Parce qu'à force de voir les situations où on se contamine ou pas, elle va nous dire peut-être, vous savez, quand on est à l'extérieur, là, on peut être à 1 mètre de distance. Il n'y a pas de contagion. Mais quand on est à l'intérieur, si les gens ne respectent pas le 2 mètres, c'est vraiment critique. Le risque de se contaminer augmente beaucoup. Et donc, on va faire un peu comme des études cliniques, mais beaucoup plus vite que des vraies études cliniques, où là, on va apprendre à connaître l'ennemi. Puis plus on va le connaître, évidemment, bien après ça, plus les autorités publiques peuvent dire, ah, OK, je sais qu'est-ce qu'on va dire aux gens, je sais c'est quoi les politiques qu'on va mettre en place. Donc, c'est un outil qui a vraiment 2 volets, un volet au quotidien pour l'usager, puis après ça, un volet qui est plus de l'intelligence collective pour les autorités publiques qui, en ce moment, honnêtement, naviguent un petit peu à l'aveugle.
Et qu'est-ce qui freine ce lancement de cette app? Qu'est-ce qui manque là pour que ça soit prêt? Au niveau technologique, il ne manque pas grand-chose. Là, on commence nos derniers tests. On serait prêt à lancer à la mi-juin. Je pense que vous l'avez vu un petit peu dans les médias, si vous avez regardé. Donc, premièrement, il y a beaucoup d'inquiétudes, comme vous l'avez dit, autour de la protection des données. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des parties prenantes qui expriment différentes choses. Moi, j'ai bien hâte d'entendre la communauté de santé, puis les médecins, puis s'exprimer, parce que je pense que c'est eux qu'on devrait entendre le plus, peut-être, en ce moment. Et il y a de l'incompréhension par rapport à, tu sais, on n'a jamais fait ça, utiliser de la technologie avec autant de portée dans un contexte de santé. Hein? Donc, c'est très inconfortable pour les gens. Puis l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui adorent, qui disent « Oh my God, it's so brilliant », puis il y a des gens qui disent « Oh non, non, l'intelligence artificielle, ça veut mon mal », entre autres à cause de ce que vous avez nommé, là, les situations qui se sont passées par avant. Donc, si j'avais le résumé, je dirais on a besoin de s'éduquer collectivement. Puis ça va être au rythme de cette éducation-là, puis de nos volontés personnelles. Je pense qu'on va peut-être arriver à une technologie comme ça dans nos mains un jour. Alors, comment vous adressez justement tout ce volet éthique en intelligence artificielle au Mila? Oui, c'est super important. Écoutez, d'abord et avant tout, le professeur Benjo, ça fait juste partie de son âme. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il ne saurait pas comment faire les travaux qu'il fait de façon non éthique. C'est un choix personnel qu'il fait. D'ailleurs, il est sur toutes les plateformes pour le dire de haut en large. On a travaillé de main, on a mis la main à la pâte il y a quelques années dans un projet qui s'appelle la Déclaration de Montréal pour l'IA socialement responsable, qui est un des cadres de référence les plus cités puis les plus référencés au monde. Donc, on a fait à Montréal des travaux très avancés là, au niveau de comment faire de l'IA responsable. Puis évidemment, là, dans le cadre de projets comme celui-ci, c'est dans le comment tu le fais aussi. Tu sais. Donc, par exemple, dans notre cas, on a voulu que ça soit sous la gouverne d'un organisme à but non lucratif, où la société civile serait représentée, où il y aurait des gens qui représentent les plus grandes sphères d'intégrité, comme des anciennes juges qui seraient à la présidence de cette organisation-là. Donc, il y a le quoi, mais après ça, il y a le comment. Puis, tu sais, at Mila, we say something all the time. We say we don't negotiate on values and we don't negotiate on ethics. C'est juste comme une barre qu'on tient qui est très convaincue pour nous autres. Puis après ça, ben, il y a le monde dans lequel on vit, puis on essaie de naviguer tout ça comme tout le monde. So Valérie, I'd like to ask you a question actually about your career path now. So we've talked about the app, we've talked about Mila, and so you are working in a male-dominated environment. You are the CEO of your organization, so you know, an unbelievable beacon in that field. I'd love to hear about what obstacles you may have had to overcome to make it to where you are today. Do you have like 12 hours or? The digest version. Oh, this is such a big question and topic for conversation, and one that I'm personally invested in because I'm a woman, yes, and I've been my whole career in a male-dominated environment. It's also something I care about deeply because I have 3 daughters. Actually, I have 6 daughters if you consider our new reconciled family with my new partner. And so I see the world that we live in and the struggles I've had, and I maybe naively hope that will rapidly evolve towards something else. If I had to give you one answer, I'd say it's like swimming countercurrent. At the surface, it's just a bunch of people in the water, in the pool. It looks like we're all having fun, but hell, you have to work twice as hard to keep your head above water. And this is the work I did on unconscious bias, and there's actual science behind that. So it's not my opinion. It's research. It's known. It's not because people are mean. It's not because people are still sexist in 2020. It's just the world we live in has created a model, has created images, and as a women leader, you're constantly navigating against them. In the last few weeks, I've had them all. I've been told I'm too aggressive when I was presenting something that I was convinced about. And, you know, we've spent a few minutes together. I don't think I come off generally as aggressive, but yes, I'm aggressive. I've been interrupted. You're passionate. Well, said he's so passionate about his topic. We love it. Exactly. So why is she so aggressive? Yeah, so I've gotten aggressive. I've been interrupted. I've had
emails that were supposed to be sent to me as CEO, sent to the chairman of my board because he's male, I'm female. I mean, that's the world we live in. And I've been giving a lot of thought of this in the context of the pandemic, because a few articles are coming out and talking about the countries that are led by women, right? So this is very interesting. New Zealand, Germany, Finland. And closer to home, I've interacted with men and women in the discussions we've had in the last few weeks. And I'm like, okay, what's the explanation there? And I think to make it to the top as a woman, you have to get up so many times. You get blown so many surprises, so many twists. You get kind of that you have to develop just a completely different set of tools to be able to get back up, try again, find another angle, you know, again, navigate countercurrent. It can't just be like doggy swim all the time. You need other approaches, other strategies. And so I'm wondering about that. And I'd be curious to read a book about that one day, about what it is that women develop as leaders to make it to the top in a male-dominated world that then serves them incredibly well in difficult situations like the one that we're facing today. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est qu'en ce moment, effectivement, comme vous le mentionniez, on est en train de voir jusqu'à quel point les femmes sont les meilleures pour nous sortir de la crise. Et je dis ça vraiment avec tout le respect que je dois aux hommes, parce que nous travaillons beaucoup avec les hommes à la gouvernance au féminin. Notre motto est femmes et hommes travaillant ensemble pour l'atteinte de la parité. Nous croyons sincèrement qu'il est impossible d'atteindre nos objectifs sans le soutien des hommes, puisque c'est un mouvement de société et non pas un mouvement de femmes. Je veux aussi souligner d'ailleurs que cette reconnaissance aux femmes vient aussi régulièrement, comme par la nomination récente de Monique Leroux à la tête du comité de relance économique par le Premier ministre Justin Trudeau. Donc, et Monique Leroux, qui est d'ailleurs la coprésidente de notre conseil d'administration à la gouvernance au féminin, et elle copréside avec un homme qui est Norm Steinberg, parce que, comme je le mentionnais, pour nous, cette différence de point de vue, d'opinion et de perspective et la richesse et la robustesse de nos prises de décision et de toute notre innovation et de toute notre approche à cette question de parité. Valérie, toi, tu as fait beaucoup de travail. Comme tu disais, tu as une passion personnelle en ce qui concerne toutes les questions de biais inconscients, etc. You have co-founded the Mobius Project. Can you tell us more about what it is? Et puis, quelles sont les recherches qui sont sorties de là? Qu'est-ce que tu en as appris? Et comment est-ce qu'on peut bénéficier de tous ces apprentissages pour pouvoir réduire ces préjugés inconscients? Oui, tu préfères en français ou en anglais? J'ai comme perdu le fil. Comme tu le souhaites, je pense en français, puisque la dernière, tu as répondu en anglais. Okay. We're trying to be respectful of both our French and English words. Look, the Mobius Bias Project was really something that came out of conversations I was having with a colleague of mine, Annick Routier-Labadie, when we were at McKinsey together. This is in the year that followed the publication of the book Lean In by Sheryl Sandberg. Puis, qu'on aime Sheryl Sandberg ou pas, qu'on aime Facebook ou pas, c'était la première à nommer ce que j'ai décrit tantôt comme le contre-courant. Tu lisais ton livre, puis à l'époque, je me rappelle, on était comme des douzaines de femmes à lire le livre en même temps, puis à s'appeler Oh my God, j'ai enfin du langage pour nommer les choses que je vis. À l'époque, j'étais tellement déstabilisée par le feedback que je recevais que je ne savais plus si je devais m'inscrire à un cours de communication ou à un cours de négociation ou à un cours de développement personnel. Mais dans tous les cas, là, clairement, j'avais des gros enjeux. J'étais le problème. Mon leadership était inadéquat. Et j'étais dans un milieu où les hommes, ils semblaient réussir à percer, mais les femmes, une à une, elles quittaient l'organisation. Donc, Annick et moi, on s'est dit, il y a de la science derrière ça. Okay? On le sait comment le cerveau humain fonctionne. Et là, si on est capable de s'outiller d'une conviction qui n'est pas émotionnelle, qui est à propos de comment le cerveau fonctionne, c'est quoi le monde dans lequel on vit, puis de se donner du langage, bien, peut-être qu'on peut faire pivoter la conversation sur la diversité. Parce qu'à cette époque-là, encore une fois, on parlait de négociation, de communication, de services de garde, toutes les choses qui, à mon sens, à moi, sont à la surface, mais qui n'étaient pas vraiment les enjeux profonds là, à adresser. Puis donc, le but du Mobius Bias Project, c'était de, très simplement, on avait créé un outil qui nous permettait, en quelques heures, de former des gens dans les organisations
pour démystifier, puis enlever toute l'émotion de la conversation homme, femme, c'est bon, c'est mauvais, puis de juste ancrer ça dans le cerveau fonctionne comme ça, voici ce qui se passe. On peut-tu parler de comment ça se reflète chez nous? Par exemple, on avait fait des formations à la Banque Royale, à la Caisse de dépôt placement du Québec, à la CIBC, etc. Dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Puis après ça, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour l'évoluer? Donc, c'était un projet qui se voulait une façon de déshabiller le problème en se disant qu'on va voir 100% de la complexité de ce que c'est, on a plus de chances de commencer à l'adresser. Parce que la vérité, c'est que la diversité, on en parle de façon convaincue puis passionnée depuis peut-être 15 ans, puis on a fait à peu près aucun progrès en termes de nombre de personnes dans des positions d'influence dans les secteurs politiques, gouvernementaux et d'affaires. C'est pas parce que les gens sont crétins, puis c'est sûrement pas parce qu'on n'a pas mis de l'argent là-dessus. Because we're not solving for the right problem. We keep solving for the part of the iceberg that we see at the surface of the water. And while that's happening, it's the big rock below the water that's sinking the ship. Et nous, ce qu'on essayait de faire, c'est justement de déshabiller tout ça, descendre le niveau de l'eau, pour se dire, this is what's happening. This is what's happening. Women are being interrupted in meetings. Women are being told that they don't communicate efficiently. People think this, they believe it. It's not just a question of and it becomes the whole paradigm through which we give promotions, we create opportunities, we hire people. So we have to shift the conversation because if not, we're just going to continue to create more of the same. Yeah, I think that's brilliant. And that's also one of the reasons why at Women in Governance, we've decided to not only focus on what do women need to change, but what do organizations need to change? Because we can't always put the onus on women and say that they have to develop their self-confidence and they have to be bold and they have to ask for the promotion and negotiate their salary and it's them. But at the end of the day, we've built a very robust mentoring program at Women in Governance that actually in June we'll be launching a virtual program, which will be global mentoring program, which I think is going to be extremely impactful. But at what point we realized that we were sending these women back into their organizations. They were so prepped and so boosted that they ended up leaving the organization, which was built by men for men. Et en fait, ça m'amène au point d'un de tes anciens employeurs avant le Cirque du Soleil. Tu as passé une décennie chez McKinsey & Company, qui ont été instrumentaux pour nous soutenir pro bono pour la création de la certification parité, qui en est déjà à sa 4e année. Donc, on soutient les organisations dans leur souhait de fermer l'écart entre les genres dans l'organisation. On regarde depuis les postes d'entrée jusqu'à la haute direction parce qu'il est essentiel de pouvoir créer un bassin de talents féminins et pas simplement se focaliser. Souvent, les gens pensent, oh, la gouvernance au féminin, vous ne pensez qu'au conseil d'administration, mais pas du tout. Notre objectif est vraiment de s'assurer que les femmes, depuis les postes d'entrée, ont toutes les chances de leur côté, que ce soit en termes d'attraction, de rétention, de promotion, de toutes les occasions possibles, comme les hommes, de sponsoring, de mentoring, etc. Donc, ça, c'est pour nous une façon clé et concrète. Because I'm quite tired of lip service. Everybody says that they want more women, that they are doing everything that they can to attract them, but they cannot find them, which I don't believe in for 1 second. So I think it's key that organizations also take the time to look at what type of unconscious bias is going on in their workplace and what are they doing, what have they done in the past 50 years to actually make it easier for women to progress. Did you have mentors or sponsors? Est-ce qu'il y a eu des mentors, des personnes phares dans votre carrière qui ont pu permettre d'accélérer cette progression, Valérie? Écoute, oui. Je pense qu'il n'y a personne, homme ou femme, qui sera dans une position de leadership sans avoir eu des sponsors. Parce que the truth is, you're never ready for your first big leadership opportunity. You're not supposed to be. So you need someone who's going to pull you there, who's going to vouch for you, and who's going to make sure that you have the conditions for success. So, autant pour les hommes que pour les femmes, je pense que il y a des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent délicatement dans le dos pour nous aider à se rendre là, parce que c'est un chemin qui est abrupt. Donc, des sponsors, j'en ai eu plusieurs, j'étais très chanceuse. Je pense que ce qui a fait le plus de différence pour moi, puis ça, à leur crédit, c'est un cadeau que McKinsey m'ont fait très tôt dans ma carrière. J'ai compris que, un peu comme tu le disais, le poids de beaucoup de ça revient
sur là, on va dire la femme, mais d'une autre façon, on pourrait dire la minorité qui essaie de naviguer dans un monde qui est comme a priori pas conçu pour lui. J'ai eu beaucoup d'accompagnement externe. So I've spent most of my career doing leadership programs where I had a chance to take a step back, think about what was going on. J'ai eu des coachs qui m'ont accompagnée au quotidien depuis des années. La coach avec qui je travaille maintenant, ça fait 3 ans qu'elle m'accompagne. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que tu nages à contre-courant, puis à un moment donné, honnêtement, tu deviens comme un peu étourdi, puis tu dis, ben, c'est peut-être moi le problème. Maybe I'm the one who's broken. Maybe I'm the bad person, the bad daughter, the bad wife, the bad mother, the bad employee, the bad leader. Et c'est très lourd à porter. Puis moi, je pense que on parle beaucoup de la fatigue qui fait que les gens, les femmes optent out du milieu du travail. Je pense que c'est une fatigue qui est d'abord avant tout émotionnelle, qui est ancrée dans la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Et donc, le plus beau cadeau qu'une organisation peut faire, je pense, à ces femmes, c'est de leur donner un outil d'accompagnement personnel parce que ça va être un sport de résilience. Il faut trouver en dedans de soi la confiance, le feu, l'énergie, puis c'est très dur. Mais c'est pas impossible, c'est très dur, mais ça demande, moi je peux dire ça, c'est comme ça demande des racines plus profondes. Puis la seule façon de bâtir ces racines-là, c'est en ayant quelqu'un qui t'amène vraiment à définir clairement pour toi-même t'es qui, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est à propos de eux, et donc tu ne peux pas l'intérioriser, puis qu'est-ce qui est à propos de toi, et donc tu ne peux pas l'ignorer, et tu dois faire le travail, même si c'est difficile. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, puis encore une fois, Mackenzie m'a offert ça quand je revenais de mon premier congé de maternité, puis toute ma carrière, en fait, moi maintenant, je le négocie même à l'embauche. Je dis, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne parce que sinon, ça dégrade trop vite. Puis après ça vient gruger à l'intérieur, puis on devient des moins belles versions de nous-mêmes. C'est un beau témoignage, Valérie. Merci beaucoup. Je pense que c'est essentiel, effectivement, de s'assurer de mettre tous les outils de notre côté. Alors, on a, je pense, beaucoup de gens ont dû voir sur les réseaux sociaux à un moment donné circuler une espèce de piste de course où il y avait un homme et une femme qui étaient côte à côte, prêts à s'élancer, sauf que elle, devant elle, il y avait un certain nombre d'obstacles que lui n'avait pas pour progresser. Puis on les connaît, tous ces obstacles-là. Et donc, mettons toutes les chances de notre côté. Je pense qu'on est quand même dans une ère qui est d'une part beaucoup plus consciente de l'importance du leadership féminin. Donc déjà, tout le volet du pourquoi il faut les femmes, je pense que ça s'est réglé. Au-delà du fait qu'on est 51% de la population, mais vraiment quel est l'apport de la diversité aussi dans son ensemble. Mais je pense que c'est également avec un changement de culture, avec vraiment une compréhension de l'impact sur la performance financière, etc., qu'on en arrive à se dire, OK, comment on va atteindre ces objectifs-là pour accélérer, parce que les choses sont très lentes, surtout si on se compare à des pays européens qui ont des législations qui ont beaucoup accéléré la situation. Mais je ne me lancerai pas dans la question des quotas parce que ce sera tout un autre débat. Un autre débat. Exactement. Donc, sans plus tarder, il est déjà 12h32, donc il nous reste une douzaine, 13 minutes environ. Je vais inviter notre vice-présidente aux opérations internationales de la gouvernance au féminin, Nicole Pigot, ma collègue qui, pendant ce temps, était en train de glaner les questions du public et qui va donc pouvoir partager avec nous ce que le public aimerait te poser comme question. You're on, Nicole. Thanks, Caroline. Merci, Caroline. Merci, Valérie. C'est un grand plaisir d'être avec toi depuis, ça fait quoi, 10 ans après, à peu près, depuis qu'on a travaillé ensemble quand tu étais chez McKinsey. On a plusieurs questions. On va commencer avec les questions sur l'application que vous avez développée. Une des questions qu'on a, c'est comment s'assurer que les citoyens mettent leur appli sur leur téléphone quand cela peut affecter leurs revenus s'ils sont côtoyés d'une personne avec la COVID? Ça, c'est une super bonne question. C'en est une que, peu importe la technologie qui va être choisie, va devoir être adressée. Hein. Donc, je pense qu'une crainte qui est très valide, c'est que les gens se disent, est-ce que le fait d'être peut-être contagieux va être utilisé contre une personne d'une façon qui pourrait la discriminer, soit par son employeur, soit par un commerce, par exemple? Bon. Je n'ai pas la réponse complète. Je peux vous dire que ça faisait partie des discussions que nous, on avait. Encore une fois, la façon qu'on l'a conçu, nous, c'était vraiment un outil personnel de prise de décision des gens. L'information, elle est à toi sur ton téléphone. Donc,
Dans la vraie vie, là, tu peux pas te faire demander par quelqu'un, ouvre ton sac, montre-moi ce que tu as sur ton téléphone, montre-moi ta carte de crédit. Il y a des lois qui protègent contre ça. Donc, même un employeur n'a pas le droit de dire, je veux voir ce que tu as sur ton Facebook. Là. Bon, alors ça, il y a ça à dire. Ceci étant dit, nous, on a travaillé un peu avec des employeurs ou en tout cas avec des avocats en droit du travail parce qu'on se disait, écoute, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Puis la vérité, c'est que les employés puis les employeurs vont devoir renégocier un peu leur contrat. Hein? Donc, les employeurs ont une responsabilité légale de créer un environnement de travail qui est sécuritaire. La COVID, ça tue des gens. Fait que là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va y avoir des mesures en place. Ça peut aller du questionnaire écrit que tu vas être obligé de remplir à tous les matins puis de signer avant de rentrer au travail. Donc, si tu fais une fausse déclaration, tu peux être poursuivi. Il y a des compagnies qui vont mettre en place des guérites qui vont prendre toutes tes biométriques quand tu rentres au travail. Si tu fais de la fièvre, you're out. Alors, il va y avoir des choses, il va y en avoir des bonnes, il va y en avoir des moyennes, il va y en avoir des très mauvaises. C'est malheureusement un peu le dilemme face auquel on se trouve. Nous, on a réfléchi à ça dans le design de la technologie. Donc, on ne voulait pas, comme par exemple, on ne donne pas de chiffres, on ne donne pas de code couleur, les gens ont des conseils. Puis là, on travaillait avec les employeurs pour dire, y a-t-il une façon sécuritaire qui est à l'avantage des deux parties pour l'employé d'être capable d'appeler son patron et de dire, écoute, mon application me dit que ça serait mieux que je fasse du télétravail. On peut-tu discuter de ça ensemble? Mais on est ailleurs, là. Tu sais, la personne en moi qui a géré un département de ressources humaines, elle se dit, oh my God, tu sais, avant, là, il fallait que tu aies ton billet de médecin, puis si tu n'avais pas ton billet de médecin, tu n'avais pas le droit. Tu sais, comment les employeurs vont s'adapter à ça? It's a really important question. Oui. Thanks, Valerie. I'm just going to recap a little bit for our English audience. Really interesting perspective that was raised by one of our questions was, how do you balance the disclosure of information and the potential impacts in the workplace and people's reticence to maybe be exposed to implications for the workplace. And Valerie raised a really good point about, the application is on the more benign scale of the spectrum versus some other interventions that employers are going to have to take in order to ensure the safety of employees, such as taking biometric information, et cetera. So, this is probably the safest way that someone can disclose these information, but it is going to change the way we work. I have another question for you, Valerie. It's a question more about how you balanced being a woman in a highly male-dominated world, particularly AI, and how can you encourage more women to seek careers in what can be a hostile work environment? Look, I don't know that I've fully figured it out yet. I'll just say I give it my best shot every day. I think I said it a bit before, but one of the key turning points for me was when I was able to make the distinction between in a situation, what is about me and my performance or my presence, and what is actually about the other people. And that's been an important step in, because if it's their thing that's going on and it's not about me, then my job is just to figure out what I need to do to be able to talk to them, right? Because that's my job as a leader, is to be part of that conversation. I need to adapt. I'm still always going to be true to myself, but there's a difference between if it's me or if it's them, and how do I meet them? How do I make sure that we're having that conversation? Look, one of the common threads in everything I've done is that in the end, all of those environments were very much grounded in science and in hard work. And maybe this is the little girl in me who was told, if you go to school and you get good grades, your life is going to turn out great. And so there is a deeply rooted respect for integrity, intellectual integrity, for hard work. And so that, when I joined Mila, I didn't know anything about AI, so I had to catch up fast. But I loved being a part of an environment where if I did the work and I got it and I was able to contribute, that would be respected, because that's just the culture of academia in a way, right? And so I don't know what advice to give. I have 3 little girls and I'm still kind of figuring it out. If I had to guess, the only thing you control in all of this is really the work you do on yourself and the effort you put forward.
And without being naive, because it's not a meritocracy, not even close, but I think you build the muscles by doing that. And then you have to be ready for the fight. Yeah. That and just like a lot of love. A lot of love. The number of times I've found myself down on my knees, but like down on my knees. Brene Brown calls this like being in the middle of the arena, half dead, you know. I love that image. The number of times it's happened. You don't get up from that on your own, girlfriend. You just don't. You need people who love you unconditionally, who pick you up, who clean you up, who hug you, and you say, you're fine. Go back in. You can do it again. So true. Ça m'amène à un dernier point. Caroline, est-ce qu'on a la chance pour une autre question, une dernière question? Vas-y, dernière question. Alors, Valérie, si tu aurais à réfléchir sur les caractéristiques purement féminines qui t'ont aidé dans ton parcours, qui t'ont aidé à atteindre le niveau de PDG dans une entreprise, qu'est-ce qui serait ces caractéristiques? Écoute, en toute transparence, je ne suis pas sûre que je crois là-dedans. Les traits de caractère féminins, les traits de caractère masculin. Ce que je crois, c'est que nos parcours sont différents, puis ça mène à des traits différents. Puis si tu me forces à donner une réponse, je la lirai à ma réponse précédente. Quand tu te ramasses plusieurs fois, tout dans ta carrière, la face dans la marde, là, ou la face dans la boîte, si on veut être plus élégant, tu apprends l'humilité, tu apprends la vulnérabilité, tu apprends l'importance d'avoir d'autres stratégie que celle de crier haut et fort ce que tu penses. Et donc, pour moi, c'est plus les traits que, par exemple, moi ou d'autres que j'ai vu aller ont eu à développer à cause de leur parcours. Puis par ailleurs, on pourrait dire la même chose de plusieurs hommes qui ont eu à naviguer toutes sortes de contextes très, très difficiles. Ce n'est pas juste le propre des femmes, mais moi, c'est plus ça que j'observe. Parce que je connais des femmes et des hommes qui ont du leadership très féminin, des femmes qui ont des leaderships très masculins. Puis je crois qu'on pourrait avoir toute une discussion là-dessus. Fait que pour moi, c'est plus à propos du parcours, puis ce que ça l'amène à devenir, puis à exprimer finalement en bout de route, en cours de route. Bien, merci beaucoup, Valérie. Je passe la parole à toi, Caroline. Merci beaucoup, Nicole, formidable. Valérie, quand même, cette question au sujet des traits de leadership féminin, masculin, moi, ça m'amène quand même à te demander, tu ne penses pas que les femmes ont un style de leadership qui est peut-être plus empathique que les hommes? Je pense que les hommes et les femmes ont de l'énergie féminine et masculine. J'ai vu des hommes leaders être extraordinairement empathiques et j'ai vu des femmes leaders qui ne savaient pas c'était quoi le début, les 3 premières lettres du mot empathie. Je pense que les bons leaders sont les gens qui sont capables de tirer à la fois sur leurs traits féminins et leurs traits masculins. Et oui, je pense qu'on vit dans un environnement où, de façon générale, on encourage chez les hommes le leadership masculin et chez les femmes le leadership féminin. Puis je pense que ça fait partie du problème. Alors, moi, ma volonté, si moi je déployais un programme de leadership dans mon organisation, ça sera à propos du leader féminin et masculin dans chacun de nous et comment tu les fais travailler ensemble plutôt que de n'être qu'une partie de ce qui est vraiment possible, autant pour l'homme que pour la femme. Oui, absolument. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les femmes ont un certain nombre de qualités qui sont peut-être plus naturelles que les hommes, que ce soit l'empathie, l'écoute active, un certain nombre de qualités peut-être un peu plus enveloppantes pour des équipes, mais je pense que c'est absolument essentiel, effectivement, de s'assurer d'avoir un bon équilibre pour être le meilleur leader, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Moi, sur ce, j'aimerais simplement conclure d'abord en te remerciant incroyablement pour tout le travail que tu as pu faire. D'abord sur cette question de l'application qui, j'espère, va voir le jour rapidement et pouvoir nous aider à contenir cette pandémie pour qu'on retrouve nos vies. On a vu aux nouvelles que la France ouvre ses cafés. Alors déjà, c'est une bouffée d'air frais qui arrive jusqu'à nous à Montréal. For our global audience in Montreal, we're still struggling with the pandemic, and yeah, you know, our shopping malls are still closed, our restaurants are still closed, and we're very much looking forward to getting back to some activity like we've seeing in a lot of the European countries and also in the United States. So in conclusion, I wanted to thank Valérie for all the hard work, for being an example. We always say, if she can see it, she can be it. So we're always proud to be able to put in light women who've had a wonderful career path. We didn't even have
a chance to touch on her role of Chief Talent Officer at Cirque du Soleil, which must have been a fascinating period of your life. Mais en tout cas, il y a tellement de choses dont on aurait pu discuter, mais le temps est quand même compté. Évidemment, je ne vous laisse pas sans vous inviter tous et toutes à vous joindre à nous en June 18th. We will have our next Global Leaders for Parity fireside chat. It's a panel this time, a panel with 3 CEOs who are at the heads of major organizations that actually have parity certification, Women in Governance's parity certification. It doesn't mean that they are perfect. It means that they're in progress, and they are in the aerospace industry. So it's the CEO of CAE, Marc Parent, the CEO of Rolls-Royce, Denis Janji, and the CEO of Pratt & Whitney, Maria de la Posta. So another woman CEO in a very male-dominated industry. So that's on June 18th from 12 to 1. Mark your calendars. And we will leave you with a slide that shows you the 48 organizations that have done the certification in 2019. And I also want to thank my unbelievable team, the permanent team behind me, behind Nicole, that have done tremendous work in attracting more organizations. So we are at, I believe, 54 or 55 organizations in 2020, including 10 that have joined us in the last month. So pandemic, no pandemic, there are some major organizations that recognize the value of closing the gender gap, et on ne va pas sortir de cette crise sans l'apport des hommes et des femmes. Et il est important de compter sur cette diversité pour nous permettre de faire cette sortie de crise de la manière avec le plus d'impact possible. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, if you work in an organization that has more than 400 employees, and if you don't see your logo within the next slide with the organizations that have done the certification, please go on our website, womeningovernance.org, and click on the certification tab and enroll and join some progressive organizations that are doing very concrete actions to close the gender gap in the workplace. Alors, Nicole, merci pour ton soutien pour la période de questions. Valérie, un immense merci encore une fois. Mes salutations à ton équipe au Mila et à très bientôt. Thank you, everyone.